Noël. Cube Radio. Cube Radio. Parlons de Sony qui retire des milliers de séries télévision à ses utilisateurs, même à ceux qui les ont déjà payées. Et on en parle avec nul autre que Jordan Chénard, spécialiste communication, marketing. Jordan, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, mais ça va mieux certainement que les utilisateurs de Sony qui ont acheté des séries TV et qui leur ont été retirées. Comment Sony peut faire ça et est-ce qu'il y a des recours légaux à ces utilisateurs-là? Ben, je te dirais malheureusement pas. Puis quand j'ai vu cette nouvelle-là passer, je trouvais ça justement intéressant de revenir là-dessus juste avant les fêtes parce qu'il y a pas vraiment du monde qui vont recevoir des cartes cadeaux iTunes ou du moins Apple et pour pouvoir acheter du contenu numérique. Et c'est pourtant quelque chose qui a toujours été comme ça, mais c'est dans des situations exceptionnelles comme ça qu'on se le fait rappeler un petit peu comme une claque en arrière de la tête. En bref, Sony, dans la game, si je peux dire ça comme ça, du numérique, toutes les plateformes ne sont pas nécessairement propriétaires du contenu qu'elles diffusent. Par exemple, Sony est propriétaire de certains films, certains contenus qu'elle produit elle-même, mais par exemple, tout ce qui va être retiré, le catalogue de plus de milliers d'émissions, c'est tout le catalogue de Warner Brothers Discovery. Donc, ceux qui écoutaient Discovery Channel à l'époque, ben tout ce qui est Mythbusters et toutes ces espèces d'émissions-là un peu documentaires, mais en même temps assez grisant, assez intéressant là, comme approche, ben c'est tout ça qui va être retiré. Et ça, ben Sony paie des droits de licence à ça. Mais il y a quand même le droit de vendre la licence au public, donc nous, mais ce qu'on achète en termes de licence, c'est pas l'objet, c'est le droit de l'écouter quand on veut et de le télécharger, de le posséder, en grosses guillemets. En fait, c'est comme si on le louait à long terme. C'est vraiment ça. On n'est pas propriétaire officiellement de nos fichiers numériques. Et ça, c'est pas seulement Sony, ça vaut pour la majorité des choses qu'on achète en numérique. Moi, j'ai déjà vécu ça en préalable avec un livre que j'avais acheté qui s'appelait... j'ai oublié le nom. Oui, c'est ça, c'était une adaptation de l'art de la guerre. Fait que c'est un vieux livre, une vieille affaire. Je veux dire, jamais j'aurais pensé que, ben justement, le distributeur de cette licence-là s'est fait retirer sa licence et par le fait même, au moment où j'arrive pour continuer ma lecture, il est plus là. Donc, c'est assez important de savoir parce qu'il y a non seulement pas de recours, mais on accepte ça, les fameux acceptez-vous ce contrat. Ben, il y a une ligne quelque part qui vous dit que ce que vous achetez, c'est une licence d'utilisation et qu'elle peut être retirée à tout moment parce qu'on n'est pas propriétaire de ça. Alors, pour ceux qui ont acheté beaucoup de séries de Discovery, ça va faire mal. Et ils avertissent à peine un mois d'avance. Ils ont annoncé ça en début de semaine, fin de la semaine passée. Et ça va être à la fin du mois, en fait, le 31 décembre, qu'ils vont tout retirer ça. Et je m'attends à ce que ça se passe pour d'autres entreprises aussi que Sony parce que la guerre du streaming impose ça. Warner Brothers a sa plateforme à elle et ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils veulent inciter ou du moins avoir une forme d'exclusivité de catalogue et ça leur tente plus de vendre certaines licences à l'extérieur. Venez les écouter chez nous sur notre plateforme de streaming. Fait que ça se pourrait qu'on voit des petites affaires, mais en fait, on le voit un petit peu pour Disney qui retire des films aussi une fois de temps en temps, veut pas payer une licence pour continuer de les distribuer là-dessus. C'est la grosse game de gestion des droits et toujours, encore une fois, plus que les plateformes se diffusent un peu partout, ben plus ils veulent tirer la couverture de leur côté et c'est le consommateur au final qui découvre un petit peu, c'est ça, les droits qu'il a vraiment sur ce qu'il achète et ça arrive en même temps que Christopher Nolan, qui a fait le film Oppenheimer, fait une sortie publique comme quoi que c'est de plus en plus un problème qu'on ne possède pas nous-mêmes, par exemple des Blu-ray ou qu'on ne possède pas les films ou certains contenus de divertissement, c'est ça, parce que on est dépendant des plateformes de streaming. Disney, qui avait fait la série Willow, l'a retiré du jour au lendemain. Aucune possibilité parce qu'ils l'ont pas sorti sur plateforme physique, donc les CD, et c'était juste disponible sur la plateforme numérique. Fait encore une fois, le numérique, c'est le fun, c'est pas tangible, ça c'est des pixels, c'est du numérique, mais on n'a pas de droit sur ça. Et aussi intangible que ce libre, on ne peut pas empêcher les entreprises de nous les enlever, littéralement. Et parlons de l'intelligence artificielle générative. On apprend qu'elle a besoin de beaucoup d'énergie pour faire ce qu'elle fait, finalement. Et ça commence à se savoir de plus en plus, là. C'est quelque chose qui met en action tellement de gros parcs informatiques et c'est d'une complexité. On s'entend, chaque entreprise a ses gros modèles d'intelligence artificielle et ils les entraînent chacun à leur façon. Ça devient très, très difficile d'être capable d'y voir clair en termes
à quel point c'est énergivore. Je n'avais parlé il n'y a pas si longtemps, il y avait dans les personnalités du MIT Technology Review, là, le magazine, il sortait un palmarès des personnalités reconnues pour leur approche en technologie. Ben, il y a une Québécoise, Sacha Luciani, qui avait été nommée dans cette liste-là. Et elle, c'est ça sa spécialité et c'est une recherche à laquelle elle a participé. Elle veut vraiment trouver des façons de mesurer ces impacts-là parce que c'est sûr que c'est des outils super utiles, mais je donne un exemple. Générer une seule image avec l'intelligence artificielle, ça consomme autant d'énergie qu'une charge complète d'un smartphone, d'un téléphone intelligent comme un iPhone. Mais c'est quoi qui requiert autant d'énergie? Là, si moi, je m'en vais dans mon application, par exemple, téléphone, ChatGPT, Chat-On, toutes ces applications-là, je pose une question, par exemple. Est-ce que moi, je pourrais percevoir le fait que l'énergie est tant utilisée dans ma batterie, par exemple? Non, parce que c'est la magie du fameux nuage, le cloud computing. Donc, les calculs se font à l'extérieur de nos machines. Donc, nous, ce qu'on paie finalement, c'est l'échange. On envoie notre question, on reçoit la réponse, mais tout le calcul se fait dans des immenses parcs informatiques qui roulent avec ce qu'on appelle des GPU. Donc, c'est des cartes graphiques, qu'on pourrait dire, qui sont spécialement faites pour calculer et traiter ce genre d'informations-là et les modèles, ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, qui sont finalement les plateformes qui permettent le ChatGPT et toute l'intelligence artificielle générative qu'on peut voir. Et c'est ça qui consomme absolument des sommes astronomiques d'énergie. Et c'est autant que individuellement, on y pense un peu moins, mais si on regarde les chiffres, là, il y a plus de 10 millions de requêtes à chaque jour, en fait, pas juste à chaque jour, 10 millions d'utilisateurs, de ça, chaque jour de l'intelligence artificielle. Fait que si on met bout à bout tous les calculs qui sont faits, ça va finir par faire beaucoup, beaucoup d'énergie. Et encore une fois, au Québec, on est moins porté à y penser parce qu'on a la chance d'avoir l'hydroélectricité qui est littéralement sans émission de gaz à effet de serre. Mais aux États-Unis, une bonne quantité de cette source-là, c'est du charbon. Fait que indirectement, chaque petite requête fait rouler beaucoup de trucs au charbon et des trucs qui émettent des gaz carboniques, du carbone, voilà. Ce qui fait que, c'est ça, éventuellement, c'est pas autant pour que les gens se sentent cheap que ces recherches-là. Non, mais il est au courant de ça. C'est ça. C'est surtout que pour les entreprises, éventuellement, c'est le fun des découvertes, c'est le fun de mettre de l'avant tout ça, mais il va falloir faire ce qu'on a fait avec le web. Google a dû le faire pour la recherche. C'est optimiser ces modèles-là pour que l'énergie utilisée soit la plus faible possible. Google avait vécu des enjeux semblables, mais lui, ce qui l'avait bougé, c'était qu'il payait cher son énergie. Là, présentement, c'est moins des enjeux parce qu'ils sont extrêmement riches. Fait que maintenant, c'est surtout ça va être de forcer, en fait, les entreprises à les optimiser parce qu'ils vont éventuellement devoir payer pour ça, parce qu'on va être capable de démontrer toute l'énergie que ça prend. Malgré le fait que c'est bien, bien utile, c'est pas très, très vert comme technologie. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Jordan Chénard, spécialiste en communication et marketing, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Bye bye.